Ok, bonjour à tous. Merci d'être présents donc, pour notre deuxième séminaire des technologies quantiques de l'ONERA. Donc, pour ce deuxième séminaire, on est très content d'accueillir Benjamin Huard, qui est professeur à l'ENS Lyon. Donc Benjamin, une petite biographie, ancien élève de l'École normale supérieure de Paris. Donc, a fait sa thèse avec Hugues Potier donc, dans l'équipe Quantronique du CEA Saclay. Puis un postdoc de 2 ans à Stanford dans l'équipe du professeur Goldhaber-Gordon. Et puis en 2008, donc, il a cofondé avec Michel Dévoret donc, le groupe d'électronique quantique à l'École normale supérieure de Paris. Groupe qu'il a animé jusqu'en 2016. Donc en 2016, il a changé d'école normale supérieure, puisqu'il est donc devenu professeur à l'École normale supérieure de Lyon, où il a fondé donc l'équipe qu'il dirige actuellement, donc, qui s'appelle Circuit Quantique, et qui étudie notamment, principalement, en quantique de l'information à base donc de circuits quantiques supraconducteurs. Et donc, pour ceux qui étaient présents le mois dernier au séminaire de Giacomo Sorelli, donc on avait vu un petit peu l'intérêt applicatif que pouvaient avoir ces sources de photons intriqués, hein, même si le scénario opérationnel d'un radar quantique n'est pas encore clair. On a vu clairement qu'il y avait un intérêt théorique fort et des promesses d'application importantes pour ces sources de lumière quantique. Et donc aujourd'hui, on est ravis d'entendre Benjamin nous parler donc, de l'aspect hardware, si j'ose dire, de comment dans son labo, effectivement, ils arrivent à créer, à caractériser, à manipuler ces sources de lumière intriquées dans le domaine micro-ondes. Donc Benjamin, la parole est à toi. Très bien, merci beaucoup Sylvain. Merci pour l'introduction et l'invitation. En effet, je vais vous parler donc de nos expériences. Alors, j'ai déjà passé en plein écran là. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que je serais content de répondre à vos questions au fil de l'eau là. Comme je ne vois plus le chat ni les caméras là, n'hésitez pas à les poser à l'oral. Mais sinon, si vous le faites par chat, Sylvain s'est proposé pour lire les questions à l'oral. Donc voilà, donc je vais en effet vous parler de nos expériences sur des circuits supraconducteurs qui nous ont permis de générer et détecter des intrications micro-ondes. Et puis donc en fait, sont des expériences qu'on a commencé dans le groupe quand on était encore à l'École normale supérieure de Paris. Et donc je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on a fait à cette époque-là et puis ce qu'on est en train de faire. Et là, on va donc dans la suite de ce que vous avez vu la semaine dernière. Bon, c'est pas la semaine dernière, mais au dernier séminaire sur l'illumination quantique, on essaie justement de faire la première expérience d'illumination quantique micro-ondes. Donc là, ça c'est en cours. Je n'ai pas de résultat à vous montrer où on en est. Très bien. Donc pour remettre les idées en place, pour voir bien de quoi on parle, en fait, les modes qui nous intéressent sont des modes micro-ondes. Donc, quand on regarde le spectre électromagnétique, ça se situe vers disons, quelques gigahertz dans notre cas. Et donc, on est en plein dans la bande de l'électronique. Si on compare l'énergie d'un photon en fonction de sa fréquence à la température équivalente, donc l'énergie thermique équivalente, kBT égale H bar oméga, on voit que les températures ambiantes, les photons optiques sont bien plus énergétiques que l'énergie thermique kBT, donc ce qui permet de faire de l'optique quantique à température ambiante finalement sans se soucier de la température. Donc ça sont toutes ces expériences d'optique quantique quand on met ça dans une boîte noire, eh bien dans le visible il n'y a pas de lumière, on est bien dans l'absence de photons. Donc à partir de là, on peut faire un état cohérent avec un laser, etc. Dans le cas des micro-ondes qui nous intéressent, donc à quelques gigahertz, il y a beaucoup de photons thermiques, donc ce qui va être justement d'ailleurs un des intérêts de l'illumination quantique qui fonctionne dans ce régime. On est très pollué par du bruit thermique. Mais en tout cas, pour faire des expériences propres et réussir à faire des états intriqués, il faut utiliser un réfrigérateur. Donc là, j'avais trouvé cette vieille publicité de Philips là
dans un marché aux puces. Et donc, on utilise la combinaison d'un réfrigérateur et équipé de fréquences radio. Donc, il y avait vous voyez, ce réfrigérateur de Philips qui disait que c'était ce que même l'Amérique ne connaît pas encore. Bon, alors, ça, c'est fini maintenant. Nos compétences beaucoup aux États-Unis, en fait, hein. Et donc, en tout cas, le réfrigérateur n'est pas celui de Philips. On utilise des réfrigérateurs à dilution. Donc là, c'est une photo d'un de ceux qu'on utilise dans mon laboratoire. Et ça nous emmène à des températures de l'ordre de 10 à 20 millikelvin. Et 10 à 20 millikelvin, quand on compare l'énergie thermique, ces températures-là, à l'énergie d'un photon, c'est l'énergie d'un photon qui est en dessous du gigahertz. Donc, quand on travaille à quelques gigahertz, eh bien, on a en effet plus d'excitation thermique. Ok, donc on travaille à ces températures-là, et puis donc on peut considérer deux types d'ondes, deux types de micro-ondes. Il y a les micro-ondes propagantes. Alors soit dans l'espace libre, là pour le radar, ça sera cette application, mais bon, c'est évidemment hors du frigo à dilution, ça, hors du réfrigérateur à dilution. Alors dans le réfrigérateur à dilution, on utilise plutôt des ondes qui se propagent dans des câbles coaxiaux ou sur puce. Alors là, j'ai représenté un mode microstrip. En fait, on peut aussi avoir des modes coplanar waveguide, d'autres types de modes. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est piéger ces modes micro-ondes dans des résonateurs. Alors ça peut être soit comme ce que fait le groupe du LKB, donc de Cavity Quantum Electrodynamics, de piéger cette lumière micro-ondes entre deux miroirs, ou sur puce, on peut tout simplement introduire des capacitances de part et d'autre de cette ligne de transmission sur puce. Et ça aussi, ça définit un mode. En l'occurrence, le premier mode de résonance sera un mode lambda sur 2 ici, qui est stationnaire de la lumière micro-ondes. Donc on a les deux types, stationnaire et propageant. Et vous allez voir qu'on peut manipuler les deux types de modes avec des techniques légèrement différentes, mais enfin, avec des circuits supraconducteurs. Donc justement, un circuit supraconducteur, donc ça va nous permettre de faire de la physique quantique avec ces circuits, puisque disons, le minimum, c'est de se débarrasser au moins de la dissipation un peu bête des matériaux résistifs, disons. Donc là, comme on travaille déjà à basse température pour éviter d'avoir des photons thermiques, eh bien, gratuitement, on peut avoir des matériaux supraconducteurs comme l'aluminium, qui est un matériau très commun qui devient supraconducteur en dessous de 1 Kelvin. Donc les modes qui nous intéressent, comme ce mode lambda sur 2, on va les modéliser comme un simple circuit résonant LC, donc qui va avoir un Hamiltonien, donc on peut le quantifier de type électrique et magnétique, donc en termes de charge et en termes de flux, hein, qui va être l'équivalent de ce qu'on aurait en mécanique quantique pour un Hamiltonien d'un oscillateur mécanique, avec une position et un moment pour un ressort. Donc ça nous permet de quantifier ce résonateur, cet oscillateur harmonique. Et donc ce qu'on a, c'est qu'on a une succession de niveaux d'énergie qui sont équidistants les uns des autres, avec une énergie de transition h bar oméga 0, qui est donnée par la fréquence 1 sur racine de LC de cet oscillateur LC équivalent. Et donc le Hamiltonien du circuit, c'est l'énergie d'un photon, h bar oméga 0, donc dans la gamme micro-ondes, fois le nombre de photons, à croix A. Puis bon, il y a l'énergie du vide là, qui se rajoute, mais qui n'a aucune conséquence physiquement observable. Alors, donc on peut préparer ces objets micro-ondes dans différents états quantiques. Donc le plus simple, c'est de thermaliser avec ces températures basses dans le réfrigérateur à dilution. Donc finalement, on arrive à préparer l'état vide. L'état vide, c'est le premier niveau d'énergie, donc on peut préparer cet état-là. Et si on veut représenter cet état maintenant dans l'espace des phases, donc les deux quadratures du champ finalement, donc I et Q en termes des quadratures I et Q d'un champ électromagnétique. Mais on peut aussi dire que I et Q représentent le flux et la charge pour ce mode LC. Enfin, en tout cas, on peut représenter la distribution de probabilité de trouver
une certaine paire de quadratures pour ce champ. Et donc, ce qu'on va trouver, c'est un état qui a une distribution gaussienne uniforme dans les deux quadratures. Voilà, il faut bien normaliser Q et phi pour que ce soit uniforme. Euh, et, euh, et donc, on aura cette distribution, cette fonction de distribution centrée en zéro, donc, parce que dans le vide, il n'y a pas de quadrature moyenne, l'amplitude du champ moyenne est nulle, mais il y a une certaine incertitude minimale imposée par la mécanique quantique sur les valeurs qu'on va trouver quand on mesure les deux quadratures I et Q ou flux et charge. Alors, une autre opération qu'on peut faire, c'est une impulsion micro-ondes dans ce mode à ou près de la fréquence de résonance. Eh bien, c'est qu'on va déplacer ce mode dans un état qu'on appelle un état cohérent. Donc, cette fois, on va avoir une amplitude moyenne pour l'onde. Donc, enfin, le flux et la charge, ou encore une fois, les deux quadratures I et Q vont prendre une valeur moyenne non nulle, mais on va rester dans la classe des états cohérents, c'est-à-dire que la variance de cette gaussienne, cette distribution gaussienne, va garder la même variance dans toutes les directions, ça va continuer d'être uniforme, et c'est tout ce qu'on pourra faire. Donc en fait, si on en reste à des modes comme ça linéaires, c'est-à-dire dont les niveaux d'énergie sont équidistants, parce qu'on a juste un oscillateur harmonique, eh bien, avec des impulsions micro-ondes qui viennent d'appareils classiques, aussi envoie des états cohérents, on ne va pouvoir préparer que des états cohérents. Donc rien de quantique finalement. Donc pour arriver à quelque chose de quantique, soit il faut changer le mode propageant qui vient piloter, qui vient exciter notre mode d'intérêt et le préparer dans un état non classique, soit on rajoute de la non-linéarité dans le mode qui nous intéresse pour l'exploiter et faire des états non classiques. Alors, en l'occurrence, avec les circuits supraconducteurs, il y a un circuit tout à fait formidable qui est la jonction tunnel supraconductrice, donc la jonction Josephson, bon là, j'ai mis une photo d'une des jonctions qu'on fabrique, vous voyez, où on a une jonction, donc il y a deux électrodes d'aluminium qui sont supraconductrices, et puis on fabrique comme ça une interface entre les deux en alumine, qui elle est isolante. Donc ça fait une jonction tunnel. Donc son symbole électrocinétique, c'est celui-là, c'est une boîte avec une croix dedans. Et donc cette jonction eh bien, se comporte comme une inductance non linéaire, c'est-à-dire une inductance dont la valeur dépend du courant qui passe à l'intérieur. Alors si on regarde maintenant le hamiltonien que ça nous donne, quand on ajoute une jonction tunnel dans notre piste là, de notre ligne de transmission qui est coupée à deux côtés, eh bien finalement, on a toujours un terme électrique, donc un terme d'énergie cinétique, si on regarde l'équivalent mécanique, donc en charge au carré sur 2 fois la capacitance, plus un terme de magnétique, donc le flux carré sur 2 fois l'inductance, mais il y a un terme additionnel, un terme non linéaire, qui en fait résulte du développement du cosinus du flux dans cette inductance. Et donc c'est ce terme non linéaire qui va faire que le potentiel énergétique, là, qui était là, on traçait le potentiel magnétique en fonction du flux, qui était juste un phi carré, qui est une parabole, devient en fait un cosinus, donc ça devient un potentiel évasé, ce qui fait que les niveaux d'énergie se rapprochent les uns des autres quand on augmente quand on monte l'échelle des niveaux d'énergie. Donc cette non-linéarité, c'est ce qu'on peut exploiter pour faire différentes opérations quantiques. Alors on peut, si elle est suffisamment grande par rapport aux pertes, eh bien on va pouvoir, en envoyant des ondes uniquement à la couleur de transition, à la fréquence de transition entre les deux premiers niveaux, on va pouvoir se restreindre à une dynamique entre les deux premiers niveaux. Donc c'est comme ça qu'on fait des bits quantiques supraconducteurs. Mais là, ce qui nous intéresse pour cet exposé, c'est le régime opposé où on a beaucoup de pertes. Ce système, il est couplé à son environnement très fortement par rapport au petit écart de fréquence entre les différents niveaux. Et dans ce cas-là, eh bien, on a affaire à un milieu finalement non linéaire, faiblement non linéaire, mais non linéaire tout de même. Et donc, on peut faire des opérations. Alors, une opération très intéressante qui va être au centre de
toutes les applications dont on va discuter, c'est le mélange à 3 ondes, c'est-à-dire qu'on va créer un circuit basé sur des jonctions tunnels supraconductrices qui va coupler 3 modes. Donc un mode A, un mode B, 2 modes à des fréquences différentes, et puis un troisième mode ici qu'on a caché dans la boîte noire, qui est un mode qu'on va pomper hors résonance en fait pour faire différentes opérations. Donc ce Hamiltonien de mélange à 3 ondes, c'est le même qu'on trouverait en optique avec un cristal non linéaire, mais contrairement à l'optique visible, ces jonctions tunnels sont couplées galvaniquement au mode électromagnétique, et donc ont en fait un coefficient qui devant, là, un coefficient de couplage non linéaire qui est beaucoup plus grand que tout ce qu'on peut espérer obtenir en optique visible. Benjamin, est-ce que je peux Alors, donc, interrompre avec une oui. autre question? Donc j'en ai une qui vient du chat qui demande pourquoi les deux parties de la jonction sur la photo que tu as montrée n'ont pas le même diamètre. Ah oui, donc il y a différentes techniques pour fabriquer ces jonctions Josephson. Donc une technique qu'on utilise, donc voilà, ce qui va déterminer voilà, dans le Hamiltonien, là, il y a un facteur qui est très important pour nous, c'est l'énergie Josephson. Donc cette énergie Josephson, elle quantifie le taux de probabilité auquel les électrons, enfin les paires d'électrons, puisque c'est la supraconductivité, vont passer d'un côté à l'autre. Donc finalement, tout ce qui, donc si on se fixe une certaine épaisseur d'alumine, ce qu'on fait en fixant les constantes d'oxydation de l'aluminium, eh bien le seul bouton sur lequel on joue, c'est l'air du recouvrement entre les deux doigts. Donc là, on voit que on pourrait en effet avoir des largeurs identiques, mais enfin ça n'a pas d'importance. Finalement, on pourrait avoir une très grande largeur ici, et puis on voit que l'aire de recouvrement, elle est donnée par la plus petite des deux largeurs. Donc pour plus de reproductibilité, on restreint le problème à régler la largeur d'un des doigts, et l'autre on le fait plus grand, et comme ça c'est pas lui qui domine. Donc il n'y a plus qu'un bouton plutôt que deux. Donc c'est ça ouais, c'est la raison. Il D'accord. y a une autre question, Sylvain? Oui, alors moi j'en avais une aussi. Tu pourrais réexpliquer pourquoi ce qui compte, c'est le taux de perte par rapport aux différences de fréquence entre les niveaux? Je suis pas sûr d'avoir bien compris. Oui, en fait, oui, d'accord. Donc voilà. Donc si le taux auquel les photons, voilà. Donc le taux de perte de cet oscillateur harmonique, on peut le voir en spectroscopie comme la largeur des niveaux. C'est-à-dire ces niveaux vont engendrer des raies de résonance, et puis chaque raie a une largeur qui va être donnée en gros par les pertes. Donc ce que je dis, c'est que si la largeur des raies est plus petite que l'écart entre les différentes fréquences, eh bien, quand on va envoyer une onde à la fréquence de transition entre les deux premiers niveaux, cette fréquence va finalement ne faire transiter que les interactions entre les deux premiers niveaux. Les interactions entre les niveaux supérieurs ne seront pas résonantes, et c'est pas la dissipation qui va aider à les rendre résonantes. L'élargissement des raies ne sera pas suffisant. Alors que si on se met dans le régime opposé, où le couplage à l'environnement est très grand, donc la largeur des raies est grande devant l'écart entre les niveaux, et bien cette fois, quand on envoie une onde, la largeur des raies rend ces transitions en fréquence suffisamment imprécises pour qu'on puisse monter l'échelle malgré tout. Alors, il n'en reste pas moins qu'il y a de la non-linéarité, et donc là, on peut utiliser ça pour générer de l'intrication, justement. Mais D'accord, voilà. merci. OK. C'est Bon, tout s'il pour n'y les a pas d'autres questions. questions, c'est bon? Très Ouais, bien. tu peux continuer. Je continue. Donc là, voilà. Donc j'ai présenté un outil qu'on appelle le mixeur Josephson, qu'on surnomme notre couteau suisse là pour l'optique quantique micro-ondes. Et on va voir différentes applications de ce circuit, donc qui réalise ce mélange à 3 ondes dont je parlais pour l'optique quantique micro-ondes. Alors, il y a une première application, c'est d'utiliser cette amplification, ce mélangeur à 3 ondes pour faire un amplificateur limité quantiquement. Donc ça, c'est une application très intéressante, mais bon, par souci d'économie de temps,
je vais pas en parler. On va tout de suite passer au sujet qui nous intéresse là, qui est l'intrication. Donc il y a une deuxième application qui est en effet d'être capable de générer un état intriqué à deux modes entre deux fréquences micro-ondes différentes. Et ce circuit ayant un comportement réversible, on peut aussi utiliser ce circuit à l'envers pour détecter la quantité d'intrication qui est contenue dans une paire de modes micro-ondes. Alors, comment ça fonctionne? Ah oui, puis il y a aussi, pardon, une autre application dont je parlerai après, qui est de faire une mémoire quantique avec ça. Alors, comment est-ce que ça fonctionne, ce mélange à trois ondes? Donc là, je mets une image d'un de nos premiers échantillons. Donc là, ces premiers résultats dont je vous parle, on les a obtenus entre 2012 et 2014. Là, donc, c'est des choses assez anciennes. On a des versions maintenant beaucoup plus élaborées de ce circuit, mais enfin, celui-là a l'avantage d'être suffisamment simple pour introduire le sujet. Donc, finalement, on construit des circuits comme ça en croix. C'est un circuit microstrip là, avec deux résonateurs lambda sur deux qui se croisent en leur milieu. Donc le circuit équivalent, vous voyez, c'est deux lambda sur 4 qui forment un grand lambda sur 2. Donc les deux se croisent. Et au milieu, donc là, en ce point, au croisement de ces deux résonateurs, on place un anneau avec 4 jonctions Josephson. Et on a ajouté ici des inductances de Shunt au milieu qui vont en fait stabiliser la dynamique de cet anneau et rendre le hamiltonien vraiment comme écrit ici, comme un hamiltonien de mélange à trois ondes. Alors comment ça donc à quoi ça ressemble là? Donc là je fais un zoom de ce qu'on met ici. Donc ça c'est l'anneau de 4 jonctions Josephson. Les 4 jonctions Josephson sont en rouge dans les coins là. Et puis les inductances de Shunt, on les a fait ici avec des inductances linéaires. Donc on en a mis autant qu'on pouvait. Là, vous voyez, on a rempli l'espace avec des fils inductifs. Voilà, donc c'est ça l'anneau dont on parle. Donc, alors quel est ce mélange à trois ondes? Donc on va décrire les modes auxquels se couple cet anneau. Donc il y a un premier mode, c'est le mode A, mettons, appelons-le A, qui est le mode lambda sur 2 vertical. D'accord? Donc si on a une tension positive en bas, elle est négative en haut. Le mode B, c'est le mode lambda sur 2 horizontale. Donc si on a une tension positive à droite, elle est négative à gauche. Et le mode P, le troisième mode avec lequel on va se coupler, eh bien il est couplé au troisième mode propre de ce quadripôle. Donc finalement, c'est un mode un peu bizarre comme ça, où on a un mode de résonance où on a deux, quand c'est positif à gauche, c'est positif à droite et négatif en haut et en bas. Enfin, la tension est négative en haut et en bas. Donc voilà, ça c'est la géométrie des trois modes A, B et P auxquels on se couple. Il y a un quatrième mode auquel on ne se couple pas, c'est où tout le monde est positif, mais il ne respecte pas la conservation de la charge. Donc voilà, donc là on a ce hamiltonien de mélange à trois ondes. Et en pratique, on le couple, donc on couple le port là ici, donc on a une capacité là, tout simplement un gap dans il y a un trou là dans la piste et ensuite on va vers une ligne de transmission à l'extérieur de ce circuit. Donc ça va être le mode B qui va partir par là. Donc je l'ai représenté ici. Et le mode A, il était haut et bas. Et puis on le combine en fait avec un coupleur hybride 180 degrés qui nous permet d'adresser d'un côté le mode lambda sur 2, donc le mode A, quand on excite le coupleur hybride en mode 1 degré. Et de l'autre côté, quand on l'excite en mode somme, on peut exciter le mode P, le mode de pompe. Voilà, alors on utilise des circulateurs ici qui nous permettent de séparer le signal d'entrée et de sortie parce que contrairement aux expériences qu'on peut faire à température ambiante, on doit atténuer considérablement les lignes qui descendent vers le frigo et amplifier sans atténuation celles qui ressortent. Donc il y a une grosse asymétrie pour nous entre entrée et sortie. On ne peut pas faire une mesure de S11, enfin de réflexion, simplement en branchant le câble avec un émetteur de réseau vectoriel. Il faut qu'on sépare avec un circulateur
l'entrée de la sortie. Donc on fait cette recette voilà, que pour A et pour B. Donc le circuit schématique finalement complet de ce que j'ai dessiné derrière, on le représente comme ça par une boîte carrée où il y a deux portes d'entrée, A-in et B-in, et deux portes de sortie, A-out et B-out. Donc ça, ce sont les modes entrants et le mode sortant de ce circuit. Et puis, on va pomper le mode P hors résonance. Donc, on va le considérer finalement comme un mode occupé de manière classique par un champ cohérent indépendant des états de A et B, parce que comme il est hors résonance, il se renouvelle très rapidement. Et donc ça, on va le pomper avec un générateur de micro-ondes. OK. Alors, donc, il y a deux modes de fonctionnement très intéressants pour ce circuit. Le premier, c'est quand la fréquence de la pompe, la fréquence à laquelle on excite le mode P, c'est la somme des fréquences de résonance A et B. Dans ce cas-là, quand on va sélectionner les termes du hamiltonien qui ne tournent pas, c'est-à-dire les termes qui n'ont pas qui contribuent à une annulation de la dépendance temporelle quand on additionne toutes les fréquences positivement et négativement, eh bien, on va sélectionner deux termes dans ce hamiltonien qui en contient 6 à la base. Celui où on a la destruction d'un photon de pompe pour créer deux photons A et B, et le terme réciproque où on annihile deux photons A et B pour créer un photon de pompe. Donc ça, c'est le régime, c'est la pompe qu'on utilise pour amplifier un signal. Par exemple, si on envoie un signal sur A, la fréquence A, eh bien, ce signal va être amplifié sur A, et une image de ce signal va sortir aussi sur le mode B à une autre fréquence. Donc. Et en fait, cet amplificateur limité quantiquement, bah, c'est justement ce qu'on utilise pour générer de l'intrication. Donc la clé, c'est que pour générer un état intriqué à deux modes, ce qu'on fait, c'est qu'on n'excite pas à l'entrée ni A ni B, donc A et B partent dans l'état vide à l'entrée, et la pompe va amplifier ce vide, mais d'une manière telle que, vous voyez, à chaque fois qu'il y a un photon de pompe qui est cassé, qui est annihilé, eh bien, il recrée une paire de photons A et B. Donc on voit bien ici la corrélation très forte qu'il y a entre les champs A et B qui sortent, et c'est ce qui nous permet de créer deux clones, deux champs qui sont plus fortement corrélés que ce qui est autorisé en physique classique, donc par deux champs intriqués qui sortent des ports A et B. Alors il y a une deuxième fréquence très intéressante pour ce mode pompe, c'est la fréquence différence. Si on envoie sur la pompe un champ qui est à la différence de fréquence entre A et B, eh bien dans ce cas-là, l'approximation de l'onde tournante là, qui nous oblige à sélectionner les termes qui ne tournent pas, sélectionne d'autres termes, un terme où on casse un photon de pompe et un photon du mode B pour créer un photon A, et le réciproque. Donc de manière effective, c'est un terme qui va convertir les fréquences sans bruit, c'est-à-dire qu'on va convertir un photon à la fréquence B en un photon à la fréquence A et réciproquement. Donc on ne va pas conserver l'énergie, on va conserver le nombre de photons qu'on envoie sur A et sur B. Voilà, donc on a ces deux modes de fonctionnement. Donc comme je vous le disais, avec le premier mode de fonctionnement, on fait des amplificateurs limités quantiquement. Mais ce dont je voudrais parler, là, c'est la génération d'intrication. Alors, donc qu'est-ce qui se passe si on a le vide à l'entrée? Donc, on drive pas, on n'excite pas thermiquement ces modes A et B à l'entrée, et puis on allume la pompe à la fréquence somme. Eh bien, à la sortie, si on regarde les modes A et B dans leur espace des quadratures, on va avoir un vide qui a été amplifié. Donc, finalement, la gaussienne sympathique qu'on avait obtenue au départ, là, si on mesure donc je vous rappelle que la gaussienne, ça représente la distribution de probabilité de trouver un certain couple de quadratures, I et Q, enfin là je les écris flux et charge, donc phi et Q. Donc cette gaussienne pour l'état vide, elle est de variance minimale, c'est le minimum imposé par l'inégalité de Heisenberg. Quand on regarde à la sortie ce qu'on obtient, si on regarde juste le mode A, eh bien on voit un bruit amplifié. Donc finalement, on a affaire à un état thermique. On a un état qui n'est plus un état quantique pur.
sur le mode A, on a ce mode est dans un état thermique à une température qui est donnée finalement par kBT, la température équivalente, est donnée par le gain fois h bar oméga sur 2. Donc c'est pareil pour ces deux modes A et B. Mais en fait, donc là, on a l'impression qu'il n'y a pas d'intrication, qu'il n'y a rien d'intéressant. On a finalement créé du bruit, quoi. Mais en fait, l'intrication, elle réside dans le fait qu'il y a des corrélations très fortes entre ces deux bruits, les bruits de A et de B. Et si on regarde, non pas dans l'espace des phases de A ou de B séparément, mais dans des espaces joints, eh bien, on voit l'intrication à l'œuvre. Donc, si on trace maintenant les mesures qu'on ferait si on mesurait le couple de quadrature phi A et phi B, donc sur A et B, eh bien, cette fois, on n'a plus du tout un bruit total, disons, qui est thermique. Cette fois, on n'a plus un état thermique. On a un état qui va être très fortement corrélé suivant phi A moins phi B. C'est-à-dire que phi A est égal à phi B à mieux que le bruit qu'on avait sur le vide. Donc la corrélation entre phi A et phi B est plus grande que ce qu'on avait au départ dans le vide quantique. Réciproquement, la corrélation entre QA et moins QB est plus grande que... donc QA est égal à moins QB à mieux que le vide quantique, que le bruit du vide. Voilà, donc on a ce pincement là dans l'espace des quadratures jointes qui est symptomatique d'intrication. Oui. Pour bien comprendre, donc le cercle orange que tu traces là, il faut l'imaginer de la même taille que le cercle noir qui est tracé à droite, c'est ça? Alors le cercle noir qui est à droite, c'est le cercle orange de gauche. Ah C'est d'accord. le cercle de, il est à la bonne taille là. Donc c'est le cercle noir que je trace ici, c'est le bruit du vide. Ce sont les fluctuations du vide, ça. Et pourquoi Donc c'est le cercle de c'est gauche l'inégalité. Pourquoi c'est le cercle de Pardon? gauche et pas pourquoi c'est le cercle de gauche et pas celui de droite qui compte quand tu traces phi A versus phi B? Ben, alors voilà, donc ce cercle de droite là, il nous donne voilà, ça c'est la gaussienne qu'on mesurait si on mesurait juste le mode A. Donc on met un détecteur hétérodyne là sur A, on trouve des quadratures phi A et QA, donc on va trouver beaucoup de bruit. Et en effet, si on regarde juste QA, eh bien QA il va de ici à là. Donc en effet, le bruit sur QA, il est très grand. Il est donné par la taille de le diamètre de ce cercle. Donc le bruit sur QA seul, c'est l'axe X. Donc il est, en effet, si on prend la distribution qui est une ellipse, là, il est très grand. De même, donc que ce soit sur phi A ou sur QA, le bruit est très grand. Donc le grand cercle dont on parle là, finalement, on en a la trace en regardant l'extension totale sur l'ellipse de phi A et de QA. Et de la même manière, phi B et QB sont très étendus. On retrouve le cercle comme l'extension totale de cette ellipse suivant un seul des axes. Mais ce qui est donc l'intrication disons, voilà, pour révéler cette intrication, il faut regarder absolument des quantités jointes. C'est-à-dire on peut pas révéler l'intrication en regardant juste un des modes, parce que là il n'y a pas d'information dans un des modes. En fait, la, la, les corrélations, tout est dans les corrélations entre A et B. Et ces corrélations, on les voit bien. Donc, si on trace ce que j'ai mis là, donc si on trace là, dans l'espace des quadratures jointes phi A, phi B, on voit en effet que cette distribution de probabilité de tirer un certain couple phi A, phi B, elle n'est pas du tout, c'est pas une grosse gaussienne, quoi. C'est une ellipsoïde, c'est une gaussienne aussi, mais elle est très pincée finalement dans une direction. Alors, dans l'autre direction, elle est aussi grosse que la patate qu'on avait ici, quoi. C'est, ça répond à ta question? Oui, c'est très clair, merci. Parfait. Ok. Donc voilà. Donc ça, c'est ce que j'appelle l'état EPR, comme du nom du paradoxe Einstein-Podolsky-Rosen. Et donc on l'écrit comme cet opérateur S, qui est l'opérateur de squeezing à deux modes, qui est implémenté par ce mélange à trois ondes qu'on a dans cette boîte noire, là, appliqué au vide sur A et B.
alors, si on veut plus mathématiquement voir ce que ça donne, c'est c'est l'opérateur S, on peut l'écrire comme ça. Là, il y a un paramètre R qui va dépendre de la pompe, de l'amplitude de pompe qu'on envoie. Et donc, à la fin, l'état EPR, il s'écrit comme une superposition infinie de tous les états de Fock possibles à parier. Oui, donc, vous voyez, c'est-à-dire que c'est une superposition quantique où de tous les états où quand on a n photons sur A, il y a aussi n photons sur B. On n'a jamais le cas n, m, où n et m sont différents. Et le préfacteur, là, eh bien, c'est le préfacteur qu'il nous faut pour que si on jette l'information sur B, donc on fait mathématiquement ce qu'on appelle la trace partielle sur B de cet état EPR, on trouve un état, une matrice densité correspondant à un état thermique. Donc ça sera un poil Boltzmann qui sera avec une température qui dépend de R. OK. Alors, donc la question, c'est comment expérimentalement maintenant prouver qu'on est bien dans cet état-là? Comment prouver qu'on a de l'intrication à la sortie de notre mixeur Josephson. Donc comme je vous le disais dans l'introduction, ce qui est formidable, c'est que cet appareil, comme il est inversible, on peut en fait se servir du même détecteur pour prouver qu'il y a eu de l'intrication. Donc je vous explique le critère de la manière suivante. En fait, si on fait l'expérience dont on vient de discuter, on met le vide à l'entrée et qu'on regarde ce qu'il y a à la sortie, on trouve une certaine variance sur le mode A qui est donné en gros par le gain de cet amplificateur. Donc la variance, c'est le gain fois le bruit qu'on avait à l'entrée. Donc il y a un truc, disons un critère assez sympathique, c'est que si les champs A et B à l'entrée ne sont pas intriqués, c'est-à-dire si on est dans un état séparable pour les champs A et B à l'entrée, eh bien à la sortie, on ne peut pas faire mieux que le niveau de bruit qu'on avait dans l'expérience où on met le vide à l'entrée. C'est-à-dire que le niveau de bruit à la sortie, là, il est forcément plus grand que 1, c'est-à-dire plus grand que le cercle rouge qu'on avait quand on avait mis le vide à l'entrée. Donc si l'état n'est pas intriqué, alors le bruit à la sortie sur le port A seul est plus grand que dans le cas où on a le vide amplifié. Donc la réciproque est vraie, c'est-à-dire que si on trouve un bruit plus petit que celui du vide amplifié, eh bien ça veut dire qu'à l'entrée on avait de l'intrication. Alors ça c'est juste un critère d'existence. De manière sympathique, si on suppose aussi que c'est un mode gaussien ici à l'entrée, on peut quantifier l'intrication et dire combien il y a de bits intriqués équivalents dans ce mode propageant. Donc finalement, l'expérience qu'on a faite, c'est la suivante, c'est on génère de l'intrication en envoyant le vide sur ce mixeur Josephson. Donc cette intrication, elle se propage dans des câbles micro-ondes, dans le réfrigérateur à dilution. Et puis on a un deuxième circuit plus loin, qui est une copie du premier en fait, qui va récupérer ces signaux intriqués et qui va nous dire si oui ou non, qui va nous dire combien on a de bits intriqués équivalents dans ces modes. Voilà, donc en pratique, ce qu'on fait, c'est qu'on va varier la phase de la pompe du deuxième par rapport à la pompe qu'on a mis sur le premier de ces dispositifs, de manière à de temps en temps, enfin pour une certaine phase, détruire complètement l'intrication, c'est-à-dire inverser l'opération qu'on avait faite avec le premier. Dans ce cas-là, idéalement, si on avait le vide à l'entrée, on aurait le vide à la sortie, c'est-à-dire qu'on aurait complètement défait l'intrication, l'opération d'intrication qu'on a réalisée. Et pour les phases exactement égales, eh bien, on aura 2 fois l'amplification qui s'opérera, donc on aura un bruit énorme à la sortie. Bon, le schéma de l'expérience, moi, je vais peut-être le passer, mais enfin, en gros, on fait une analyse spectrale du champ qui sort sur le mode A, et puis on regarde le niveau de bruit qu'on arrive à calibrer comme il faut. En pratique, l'expérience ressemblait à ça. Et vous voyez les champs intriqués dont on parle, concrètement, ils passent entre ce câble micro-ondes là et ce câble micro-ondes là. Donc il y a vraiment bon, c'est pas des kilomètres, hein, on n'est pas en train de parler d'un radar pour l'instant, mais on a quand même une séparation spatiale très claire entre deux câbles micro-ondes là qui vont héberger des modes intriqués.
Les résultats de l'expérience sont ceux-ci. Donc, si on fait une première expérience où on éteint le premier dispositif, donc si on l'éteint et qu'il y a le vide à l'entrée, il y a aussi le vide à la sortie. Et donc, on met le vide finalement à l'entrée du témoin d'intrication, la W, et on mesure le bruit qui sort sur le mode A, normalisé par le gain du témoin, en fonction de la phase. Alors bon, comme la première pompe est éteinte, finalement, cette phase, elle a pas de sens physique. Là, elle est relative à un truc qui n'impacte pas l'expérience. Donc finalement, on a quelque chose de constant en phase, qui nous donne donc la limite, le seuil d'intrication. C'est-à-dire que je vous rappelle que si on mesure un signal au-dessus de cette ligne, eh bien, bon, on peut pas conclure, mais si on mesure un signal en dessous de cette ligne, eh bien, on pourra prouver qu'il y a intrication à l'entrée du témoin. Et donc maintenant, on va allumer le premier dispositif qui réalise l'intrication. Alors, vous voyez, à un gain déjà assez faible, à 0,2 dB de gain sur le premier, on a déjà dépassé le seuil d'intrication. Donc, on voit qu'on a en effet un état intriqué à deux modes, rien qu'à 0,2 dB sur le premier dispositif. Et puis, si on augmente l'amplitude de pompe sur le premier dispositif, eh bien, on va de plus en plus bas dans ce niveau de bruit. Et donc, on passe de mieux en mieux la barre du seuil d'intrication. Comme je vous disais, si c'est un état cohérent, on peut en fait calculer, estimer à partir de ces courbes quelle est la quantité d'intrication. On peut aussi regarder, en regardant la forme des courbes, déterminer quelles sont les pertes sur le chemin qui vont en fait affecter considérablement notre état intriqué. En l'occurrence, pour nous, on avait des pertes de l'ordre de 0,4, donc 40% du signal est perdu par dissipation dans les lignes entre les deux dispositifs. Donc finalement, la quantité d'intrication qu'on va mesurer de ce côté-là, c'est une quantité d'intrication dont on peut profiter dans une expérience qui veut utiliser l'intrication. Parce que vous voyez, on a vraiment ici un appareil qui mesure l'intrication qui reste malgré de la perte tout à fait réaliste dans des câbles micro-ondes. Bon, là, on avait tout un tas de composants non optimisés pour faire cette expérience. Maintenant, on peut disons, diviser par 4 à peu près ces pertes en optimisant les circuits, quoi. Donc voilà, donc finalement, quand on quantifie tout ça, on arrive à montrer que l'ellipsoïde là qu'on avait tracé théoriquement, en pratique pour nous, donc on espérait, s'il n'y avait pas de perte du tout, disons, il y aurait eu 11 dB d'anti-squeezing, c'est-à-dire le grand axe des ellipses ferait 11 dB, et donc le petit axe serait diminué de 11 dB aussi. Mais en pratique, à cause du mélange de notre mode intriqué avec les modes du vide qui sont dans toutes ces composants à perte, eh bien, on a amoindri le squeezing à deux modes à moins 3,5 dB. Mais enfin bon, donc comme cette expérience finalement est une expérience d'irradiation continue de champs intriqués, on peut quantifier un taux d'intrication par seconde, donc une quantité de bits intriqués équivalents par seconde à 10 millions de bits intriqués équivalents par seconde, qui est un taux d'intrication en fait très grand. Donc voilà, donc ça c'est la première expérience donc où on a démontré donc la génération d'intrication à deux modes propageants. Alors je vois que je suis totalement hors du temps que j'avais prévu, je m'excuse. Donc je sais pas si, oui, peut-être je vais vous présenter quand même la deuxième expérience sur la mémoire quantique. Donc on peut aussi faire une mémoire quantique avec ce circuit. Donc il y a différentes méthodes pour faire des mémoires quantiques. Là, je vais vous montrer notre implémentation qui consiste à utiliser le deuxième mode d'opération, c'est-à-dire quand on envoie une pompe à la différence de fréquence entre A et B plutôt qu'à la somme, ce qui va nous permettre de faire un couplage réglable in situ et à volonté avec une grande dynamique entre les modes A et B. Et donc finalement, on va pouvoir comme ça envoyer un mode sur le port A, l'attraper en ouvrant la vanne
en envoyant la pompe à la différence des fréquences, stocker ce mode dans la mémoire, un mode qui va cette fois ne pas être couplé à son environnement, en tout cas le moins possible, et donc garder le plus longtemps possible l'information quantique qui venait du mode A dans la mémoire, et puis après on peut le relâcher à volonté aussi. Donc c'est ça le principe, on le fait comme je vous l'ai dit avec notre mixeur Josephson. Et donc cette fois finalement cette expérience consiste à fermer à l'environnement un des deux modes, le mode B par exemple. Alors comment on a fait ça? Donc on est passé à une géométrie 3D dans un premier temps comme ça, où on avait donc un mode 3D qui est donc de très longtemps de vie. Quand on fait des expériences avec des modes 3D qui ont des temps de vie de l'ordre de la milliseconde hein, dans notre groupe. Donc bon, alors celui-là n'avait pas du tout de l'ordre de la milliseconde. Enfin, donc là, on a un mode 3D qui héberge ce mode mémoire, et on a toujours cette croix, la même croix dont on parle depuis le début. Et le mode, il y a un mode A là qui est couplé à une ligne de transmission qui vient par-dessus. Ok. Donc voilà, ça ressemble à ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette mémoire, à part attraper des champs et les relâcher quand on veut? Eh bien, on peut générer un état intriqué à deux modes, partagé entre le mode mémoire B et un mode propageant qui sort de A. Donc, comment faire? Eh bien, il suffit tout simplement d'envoyer une impulsion micro-ondes à la fréquence somme entre les modes A et B sur la pompe. Ça va générer l'état intriqué à deux modes. Et puis après, on peut en faire quelque chose. Par exemple, de l'illumination quantique. Donc, je vais vous montrer la preuve que tout ça marche bien. Donc, le protocole, c'est le suivant. On génère donc donc ça, c'est la séquence de pulse qu'on utilise. On envoie sur la pompe à la fréquence somme une impulsion qui va créer un état intriqué à deux modes. Donc, générer un champ sortant sur A, donc avec une certaine forme, là, une certaine enveloppe. Et puis ce mode itinérant, on va le mesurer on en mesure les quadratures. Et pendant ce temps-là, la mémoire est intriquée avec lui, donc il y a une très forte corrélation entre les deux. Donc une fois que lui a été mesuré, un temps plus tard, donc, on utilise la pompe en mode fréquence différence entre A et B pour relâcher le contenu de la mémoire. Cette fois, donc on convertit le contenu de la mémoire en un autre mode qui sort de A, qui est donc normalement intriqué avec le mode qu'on vient de mesurer. Et on mesure celui-là. Donc on a à nouveau deux distributions à montrer. La distribution du premier mode A qu'on avait relâché dès la génération de l'intrication, et la mesure des quadratures du mode B qu'on a relâché un temps plus tard par cette procédure de pompage à la fréquence différence. Donc là, ce que je trace, c'est les mesures brutes là, des histogrammes. Donc les histogrammes de mesure, là, il y a des dizaines de millions de mesures. Donc l'histogramme est assez lisse, là, vous voyez, et on trace ici les histogrammes des résultats de mesure dans le plan des deux quadratures de A, des deux quadratures de B. Donc ces deux premières figures devraient être des gaussiennes qui sont juste le vide amplifié, quoi. Donc ça, c'est du bruit thermique. Et après, on regarde dans l'espace des quadratures jointes, où on devrait voir une trace d'intrication. Donc dans l'espace QB phi A, par exemple, on aimerait voir une ellipse, phi B QA, phi B phi A, phi B QA ou QB QA. Donc voilà, donc là vous voyez, sur les données brutes, en gros, on voit une gaussienne partout. Mais le problème, c'est que cette gaussienne, elle est principalement due au bruit ajouté par la chaîne d'amplification. Parce qu'en fait, entre le bas du frigo et l'appareil de mesure qui est à température ambiante, on a énormément de bruit ajouté par la chaîne d'amplification, qui fait que ce qu'on voit principalement là, ce sont les gaussiennes liées au bruit ajouté par cette chaîne de détection. Ce qui fait que maintenant, je vais vous montrer ce qui se passe quand on éteint la pompe. Donc, on n'envoie plus d'état intriqué à l'entrée. Et bien, vous voyez, ça ne change rien. On a, à première vue, les mêmes courbes, les mêmes grosses patates gaussiennes qui sont liées au bruit ajouté. Alors, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on peut soustraire les deux
Et dans la soustraction, là, on va voir le signal seul et on aura enlevé le bruit ajouté. Et si je montre ça, donc ça, c'est la soustraction des histogrammes bruts. Vous voyez que bon, bah, les histogrammes dans l'espace des phases de A ou de B, bah, il est uniforme. On a bien ces gaussiennes qui correspondent à un bruit thermique. Par contre, dans l'espace joint A versus B, on a bien quelque chose de non uniforme, quelque chose qui ressemblerait à une ellipse. Et en fait, ce qu'on peut faire, c'est utiliser ces histogrammes on-off pour reconstruire la matrice des covariances, donc finalement l'ellipsoïde dans les différents dans l'espace des phases joints A et B. Alors quand on fait ça, on calcule donc cette matrice des covariances. Donc vous voyez, ça exprime les corrélations entre les modes A et B. Donc là, ce que je trace, c'est donc en orange, c'est la matrice des covariances du mode A seul. Donc là, ça correspond à un état thermique, vous voyez, avec de l'ordre de 3 photons. Je sais plus si c'est 3 ou 3 divisé par 2. Là. Enfin, c'est de l'ordre, mettons, 3 photons thermiques dans le mode A. Le mode B, il a été relâché un temps plus tard. Donc pendant ce temps, la mémoire, qui n'a pas un très bon temps de vie, elle a perdu elle a perdu de l'énergie, donc des photons. Donc le mode B, il y a un petit peu moins d'occupation. Mais ce qui est très intéressant, c'est que dans l'espace joint, vous voyez, dans la covariance, par exemple, entre QB et phi-A, eh bien, on a une valeur non nulle assez grande. Et en fait, ce qu'on peut faire, c'est regarder à quel moment, eh bien, la physique classique, elle impose un certain seuil maximum, une borne supérieure sur les corrélations entre les modes A et B. Ce qui fait que si on trace ici le seuil autorisé, donc la valeur maximale autorisée pour ces covariances entre A et B par la physique classique, on arrive à la zone grisée et on voit bien que l'expérience dépasse cette zone grisée très largement. Et on peut quantifier encore une fois à partir de cette matrice des covariances ce qu'on appelle la quantité d'intrication, donc la négativité logarithmique, qui vaut ici 1,36 bits intriqués équivalent. Donc voilà la forme de l'état ellipsoïdal tracé comme dans la première partie de l'exposé pour cette intrication entre la mémoire et le champ propageant. Bon, voilà, donc là, je vous ai présenté les expériences qu'on avait faites à Paris jusqu'en 2014. J'aurais aimé vous présenter ce qu'on fait en ce moment dans cette même ligne de recherche. Je vais peut-être passer très vite sur le photocompteur et parler d'illumination quantique et voir où on en est. Peut-être c'est ça qui vous intéressera le plus. Donc voilà, on a réutilisé, on a refait un nouveau type de circuit comme ça pour faire un compteur de photons propageants, donc résolu en ondes. Donc on est capable de compter les photons contenus dans un paquet propageant au photon près. On peut dire s'il y en a 0, 1, 2 ou 3. L'idée, c'est on envoie un paquet, on l'attrape en envoyant la pompe somme dans la mémoire, et puis on utilise un bit quantique supraconducteur pour compter combien de photons il y a dans la mémoire. Donc c'est l'idée. Juste pour vous dire qu'on a progressé depuis les premières versions de cette mémoire quantique. On fait maintenant une version entièrement bidimensionnelle en coplanar waveguide avec un ratio temps de vie dans la mémoire sur temps mis pour entrer ou sortir de la mémoire de 400. Donc on peut faire 400 opérations en un temps mémoire avec le circuit actuel, donc ce qui est bien mieux que ce qu'on avait dans la manip précédente. Voilà, bon, je vais passer peut-être ça. On peut faire un détecteur d'enveloppe in situ. On arrive à résoudre des équations dérivées partielles pour trouver quelle est la forme de pompe optimale à utiliser pour attraper n'importe quelle forme de pulse à l'entrée. Bon, là, j'explique comment le bit quantique permet de compter les photons, mais là, c'est peut-être vraiment trop compliqué. En gros, le message, c'est le suivant. On est capable, voilà, quand on envoie 0 photon à l'entrée, on se trompe moins de 1% des fois sur le fait qu'il n'y avait pas de photons. Quand on envoie un photon à l'entrée, par exemple, eh bien, on est capable de dire qu'en effet, il y avait un photon 79% des fois. Quand il y en avait 2, c'est 73, et puis quand il y en avait 3, c'est 56%.
Tout ça, c'est à comparer à ce qui serait complètement aléatoire, à savoir 25% pour tous ces chiffres. Illumination quantique, donc, donc je vous rappelle rapidement, donc c'est sûrement quelque chose que vous avez discuté au dernier séminaire. Donc le jeu de l'illumination quantique, on peut le résumer de la manière suivante. On veut savoir si oui ou non il y a un objet quelque part. Donc là, je prends l'image d'un radar, par exemple, qui voudrait détecter un satellite, mettons. Donc le jeu, c'est de savoir si cet objet est présent ou non. Et donc, tous les coups sont permis. On peut envoyer des ondes classiques dessus et puis voir comment ça se réfléchit, s'il y a une réflexion ou pas de l'onde classique. La difficulté, c'est que on a donc en orange ici, je trace un très grand champ thermique. Donc, il y a beaucoup de photons thermiques qui viennent polluer notre signal. Et la question, c'est de savoir donc en combien de répétitions de cette expérience je vais arriver à avoir une réponse qui a un certain taux d'erreur, une certaine probabilité d'erreur maximale, quoi. Donc ce qu'on peut montrer, c'est que pour les états, si on utilise les états gaussiens, donc la physique classique, et qu'on se restreint à des signaux très faibles, c'est-à-dire on ne s'autorise à envoyer que moins d'un photon, voire beaucoup moins d'un photon, vers la cible. Donc ça, c'est ce qui n'est pas du tout réaliste dans le radar, évidemment, mais enfin, en tout cas pour l'illumination quantique, ce sont les critères qu'il nous faut. Donc on se restreint à des champs sondes qui sont très faibles en puissance, donc beaucoup moins d'un photon, et on veut un champ de pollution thermique qui est beaucoup plus grand qu'un photon. Alors dans ce cas-là, le maximum qu'on peut faire avec de la détection classique, c'est donné par cette quantité, donc un facteur kappa fois le nombre de photons dans le signal divisé par le nombre de photons thermiques. Alors ce E là dont je parle, c'est un facteur qui rentre dans l'exponentielle. Donc en gros, si on divise E par 4, eh bien on a besoin de 4 fois moins de réalisation de cette expérience pour trouver la réponse. Et ah non, j'ai dit tout l'inverse, désolé, j'ai tout inversé. Donc pour l'émetteur classique, donc sans corrélation quantique, justement, c'est divisé par 4. Et on fait x4, donc on a 4 fois moins de réalisation nécessaire si on utilise justement des états gaussiens avec une intrication de départ, mais pas d'intrication une fois qu'on est pollué par le champ thermique. Il reste que ce qu'on appelle de la discorde quantique. Donc il reste de la corrélation au-delà du classique, mais pas d'intrication. Voilà, donc en fait, donc ce facteur 4 d'amélioration, donc 6 dB d'amélioration, c'est l'optimum, on ne peut pas faire mieux, ça c'est un théorème. Donc l'avantage quantique ne sera que d'un facteur 4, mais en plus, pour réussir à faire ce facteur 4, la seule manière qu'on connaît jusqu'à maintenant, c'est de mesurer tous les modes qu'on a envoyés sur cette cible. On doit les stocker dans un ordinateur quantique et réaliser une mesure conjointe de tous les modes à la fois, assez élaborée, en fait, bien choisie, pour bénéficier de ce facteur 4. Donc, autant dire que c'est pas quelque chose d'accessible pour l'instant. Il faudrait un ordinateur quantique avec un très grand nombre de bits quantiques. Il en faudrait autant que le nombre de modes qu'on doit envoyer pour que ce soit intéressant. Alors, heureusement, il y a une version plus simple, avec un avantage quantique 2 fois moins grand, qui existe. C'est de finalement, voilà, si on veut juste un facteur 2 sur le nombre d'itérations qui est nécessaire pour arriver à une certaine probabilité d'erreur sur la présence ou l'absence de la cible, eh bien, il suffit de faire la chose suivante. On envoie un état intriqué à 2 modes, comme ce qu'on génère avec le mixeur Josephson dont je vous parlais. Donc, on envoie un état intriqué à 2 modes. Une partie de cet état intriqué, donc une partie de la paire va vers l'objet dont on veut savoir s'il est là ou pas. Et l'autre partie reste bien au chaud dans une mémoire ou dans une ligne à retard. Enfin, bon, on se débrouille. Et ensuite, on envoie ces deux modes qui reviennent dans un amplificateur avec un gain équivalent à celui qui a été utilisé pour fabriquer l'intrication au départ. Donc finalement, ça ressemble beaucoup à l'expérience dont je vous ai parlé, vous voyez, au témoin d'intrication dont je parlais. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on compte le nombre de photons qui sortent d'un des deux ports de cet amplificateur.
Et c'est sur le nombre de photons qu'on aura un seuil. Donc, si le nombre est plus grand qu'une certaine valeur, la cible est là. Si il est en dessous, la cible n'est pas là. Et c'est avec ça qu'on gagne le facteur 2. Alors, je peux vous dire ce qu'on a prévu de faire dans le groupe. Là, c'est dans le frigo en ce moment. Voilà une image du frigo. Là, vous voyez nous, on n'envoie pas ça vers l'espace. Là, ça, c'est une ligne qu'on a enroulée sur elle-même qui fait 8 mètres de long. Notre cible est sur ce chemin de 8 mètres de long. Et ce qu'on fait, c'est que, eh bien, on remplace la génération d'intrication par notre excitation à la fréquence somme de ce dispositif de mémoire quantique dont je vous parlais. Ça va envoyer, donc ça garde d'un côté bien au chaud dans le résonateur bleu une part de la paire intriquée, et ça envoie sur la ligne, donc vers cette cible, qui est nous symbolisé par le numéro 2, là, ça envoie l'autre partie de la paire intriquée. La cible en question, c'est un interrupteur. On veut, le jeu, là, c'est de savoir, dans le moindre coup possible, si l'interrupteur est ouvert ou fermé. Ensuite, ce champ, il se propage et puis il rencontre du bruit thermique là, qu'on injecte volontairement. Donc, on pollue complètement notre signal avec du bruit thermique. Et puis, ce signal, c'est l'étape 3, il revient vers le circuit de départ qui a encore conservé l'autre partie de la paire intriquée. Alors, bon, il n'y a plus d'intrication, mais en tout cas, il y a de la corrélation non classique. Et ensuite, on réenvoie une pompe à la fréquence somme sur ce système. Donc ça, c'est l'étape 4 de cette proposition-là. Ce qui fait que dans le port de sortie, ici, dans ce mode qui est sur la puce, on a maintenant un nombre de photons qui encode l'information qui nous intéresse. Et ce qu'on fait dans les dernières étapes, c'est de compter le nombre de photons dans ce mode 5 avec le bit quantique et son résonateur de readout pour ensuite faire de la détection de seuil sur ce nombre et dire oui ou non, si oui ou non la cible est là. Voilà, donc pour l'instant, je vous dis, on a juste démarré l'expérience la semaine dernière. Donc, j'ai absolument pas de résultats à vous montrer, mais bon, on espère bien faire la première preuve d'illumination quantique micro-ondes. Voilà. J'ai Oui. une question du chat qui demande sur la photo, quelle est la partie qui est frigorifiée? Alors, tout est frigorifié sur la photo. Maintenant, les températures sont pas les mêmes sur toute la photo. Là, tout ce qui est connecté à cette platine-là, donc toute la partie basse, là, ainsi que ça, tout ça, c'est à 10 millikelvin. Ensuite, là, tout ce qui est ici, c'est à 100 millikelvin, 1 Kelvin et 4 Kelvin tout là-haut sur la photo. Donc là, en l'occurrence, le bruit qu'on ajoute, là, le bruit thermique, on l'ajoute volontairement avec un câble qui vient des températures chaudes. Donc il n'est pas. Là, pour cette première démonstration, on ne s'est pas amusé à remonter le câble vers les températures chaudes pour le redescendre. On a préféré amener la chaleur en bas. Ça veut dire que le bruit sur le 10 millikelvin, il n'y en a pas du tout? Il n'y a pas de... Non, à 10 millikelvin, en effet, l'énergie thermique KBT à 10 millikelvin, elle est vraiment beaucoup plus faible que l'énergie d'un photon du signal. Là. Le signal, il est à 10 GHz. À 10 GHz, c'est à peu près, KBT, c'est à peu près 500 millikelvin pour 10 GHz. Donc on est très loin, quoi. 500, voilà. À 500 millikelvin, il y aura à peu près un photon. Mais là, à 10 millikelvin, c'est exponentiel, donc il y a plus rien, quoi. Il y a exponentiel moins 50, donc c'est vraiment totalement négligeable. Alors bon, je dis ça, il y a évidemment des fuites. Notre blindage n'est pas parfait, donc il y a des photons chauds qui peuvent potentiellement passer par des petits trous qu'on aurait mal bouchés, puis voilà, les photochons, ils viendront plutôt de là que de l'émission par rayonnement du corps noir de ces objets à 10 millikelvin. Ok, je vais conclure, puis je vais peut-être prendre des questions après, si ça vous embête pas. Donc voilà, juste je voudrais rappeler ce que je vous ai montré. Donc on avait réalisé là en 2012 la première génération d'intrication micro-ondes sur des modes propageants.
de manière incidente, ça on l'a réalisé que plus tard, on avait aussi fait le premier interféromètre SU11, qui était un truc assez recherché finalement pour améliorer la résolution de phase des interféromètres Mach-Zehnder. On a réalisé une mémoire quantique micro-ondes, l'intrication entre la mémoire et un mode propageant. On peut faire un photocompteur pour des modes propageants micro-ondes. Et puis donc, l'illumination, c'est ce qu'on est en train de faire. Les gens qui ont fait ça, bon alors à l'époque à Paris, c'était les artisans principaux de ces expériences, c'est Emmanuel Flurin, qui est maintenant au CEA Saclay, un chercheur permanent, Nicolas Roch, qui est au CNRS à Grenoble maintenant, et Daniela Markovic, qui est au CNRS à Thalès. Et maintenant, sur les dernières expériences, donc il y a Théo Perronin, qui est maintenant CEO de sa startup Alice et Bob, Rémi Dassonville et Réhouven Assouli, qui sont postdocs et étudiants en ce moment dans le groupe. Voilà, je vous remercie, puis je prends vos questions avec plaisir. Merci beaucoup, Benjamin. La séance est ouverte pour les questions. Vous pouvez parler directement ou lever la main si vous voulez, je vous donnerai la parole. Voilà, j'ai à nouveau accès au chat, là, si vous voulez. D'accord. Antoine a une question. Vas-y, Antoine. C'est une question. Alors, merci pour cette présentation qui était très intéressante. C'est vraiment marrant d'avoir cet analogue. Je suis habitué, petit personnel, moi, à l'aspect optique, on va dire des choses. Moi, j'avais une question, c'était sur donc ces générateurs non linéaires, là, qui sont très proches des OPG optiques. En optique, il y a la condition d'accord de phase qui est une condition assez importante dans ces générations. Est-ce qu'il y a un analogue dans ce type de circuit ou pas? Là, en fait, alors en micro-ondes, on a la chance de ne pas avoir à se soucier vraiment de ça, parce qu'on est finalement tout ça est ok. Donc disons là, on s'en soucie pas parce qu'on est dans des modes qui sont finalement 0D, quoi. C'est quasiment des circuits LUMT-element, quoi, des circuits à éléments discrets. Alors les seules occurrences où ça a une importance en micro-ondes, c'est sur les nouveaux types d'amplificateurs qu'on fait dans la communauté dernièrement, qui sont des amplificateurs continus, c'est-à-dire on a une ligne de transmission non linéaire. Elle est constituée d'éléments non linéaires sur toute la chaîne. Alors là, on envoie la pompe avec le signal en propagation, ce qui fait que l'amplification se fait petit à petit le long de la ligne. Alors là, en effet, il faut faire gaffe à l'accord de phase. Mais sur des modes comme ça de cavité, il n'y a pas de. Nous, on n'a pas du tout cette contrainte. Et du coup, qu'est-ce qui borne le spectre en fait généré par exemple par OPG, par génération? Là pour nous c'est assez étroit, parce qu'on est finalement c'est la largeur c'est le couplage. Si je remonte un des modes. Voilà, on peut peut-être montrer ça. Donc ces capacités là entre le mode lambda sur 2 et la ligne de transmission qui part d'ici. Donc ce gap là, ça définit un certain taux de couplage qui est pour nous de l'ordre d'une centaine de mégahertz, quoi. Et donc c'est ça qui va définir la bande passante de notre circuit non linéaire. Donc en fait c'est vraiment parce qu'on utilise un résonateur en fait qui est relativement fermé quand même. Alors sur ces circuits justement pour aller vraiment à des gigahertz, donc c'est là où on utilise ces circuits, ce qu'on appelle des traveling wave parametric amplifiers, là où là en effet on a jusqu'à 4 gigas de bande passante, et dans ce cas-là là en effet là on est plus limité par comme en optique par des problèmes d'accord de phase. Mais enfin, nous, c'est beaucoup plus simple. Nous, c'est juste c'est le taux de couplage capacitif, finalement, entre le résonateur et l'environnement. Et merci. Il y a d'autres questions? Alexis? Oui, bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. Je me demandais, est-ce qu'il est possible aussi de générer d'autres états intriqués que ces états squeezés, paires du vide? Est-ce que par exemple, il est possible de sélectionner un état twin Fock state, par exemple, ou qui pourrait présenter des corrélations plus fortes que juste ces états?
Ouais, donc c'est une très bonne question. Et donc en effet, ces états EPR dont j'ai parlé, ce sont si on se fixe une énergie donnée, c'est l'état maximalement intriqué qu'on peut obtenir. Ça, on peut pas faire plus intriqué que cet état-là à une énergie donnée en dimension infinie, c'est-à-dire une infinité de niveaux d'énergie. Alors si maintenant on veut, je pense que la question prend son sens si on veut par exemple utiliser cette intrication sur des systèmes de plus basse dimensionnalité comme des bits quantiques ou des qubits, enfin des choses à petit nombre de niveaux. Là, dans ce cas-là, c'est pas du tout ce sont plus les états maximalement intriqués. Par exemple, si on avait des états avec des états juste avec 0 ou 1 photon, bah, c'est l'état de Bell qui est maximalement intriqué. Donc, par exemple, 0, 0 plus 1, 1. Donc on peut tout à fait, se dire bah, comment est-ce que je vais faire pour convertir cette intrication-là, qui est d'ailleurs potentiellement défaillante. On a vu qu'il y avait des pertes sur le chemin qui fait qu'on pollue notre mode, il devient il devient un état mixte en fait. C'est plus cet état pur que j'écris là. Donc comment on fait pour distiller cette intrication et créer un état de Bell maximalement pur entre deux qubits à partir de rayonnements comme ça. Et il y a des manières en effet de le faire. Donc on peut envoyer une série de modes comme ça dans des états EPR défaillants sur des qubits d'une certaine manière et créer un état de Bell par exemple. Mais après sinon on peut générer des états sinon générer un état intriqué de type twin state à partir de qubits, ça c'est tout à fait possible aussi parce qu'il suffit de créer donc on crée une paire de qubits intriqués par des méthodes qu'on utilise dans l'ordinateur quantique par exemple. On peut faire des portes à 2 qubits où on crée un état de Bell entre 2 qubits et puis ensuite on swap ces excitations vers des modes cavités avec des transitions type Raman, quoi. On peut faire ça et là on envoie en effet un champ micro-ondes de Bell avec un photon ou pas, disons, dans les lignes. Ça aussi, en effet, on peut le faire. Mais pas avec des circuits faiblement non linéaires comme ce que j'ai tracé là. Là, il faut des qubits, des bits quantiques. Ok, merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, sinon, je vais peut-être en poser une, moi. Je me demande, enfin, c'est une double question, en fait, du particulier au général, plutôt. C'est me demander quel rôle jouent vraiment les pertes dans tout ça? Parce que tout à l'heure, tu parlais de taux de perte qui avait l'air assez important, encore une fois, si on est habitué plus à l'optique. Et je me demandais s'il y avait des limites fondamentales aux pertes, simplement, de propagation du signal dans ces circuits. Quel rôle ça jouait pour limiter ce qu'on peut espérer faire avec ça? Et puis, peut-être une question un peu plus générale, c'est en termes d'application, comment tu vois ces circuits par rapport au système concurrent de type système atomique, par exemple? Là, je pense plus aux qubits pour faire de l'information quantique. Est-ce que ces pertes sont une limite fondamentale de vos circuits supra par rapport à d'autres circuits ou pas du tout? D'accord. Oui, ben je peux. Ok, alors pour la première partie de ta question, donc déjà donc les pertes là dans notre cas sont vraiment totalement dominées par les défauts dans ces composants qu'on achète commercialement là et ces câbles qu'on utilise. Donc là, bon, en gros chaque connecteur ici là n'est pas parfait. Donc il y a des réflexions parasites à chaque connecteur parce qu'il y a des petits désaccords d'impédance involontaires. Les câbles, bon, ils ont des petits coudes là qui sont pas parfaits non plus. Enfin bref, il y a à chaque composant qu'on rajoute comme ça, il y a des pertes qui vont se rajouter. Alors à mon sens, tout ça n'a rien de fondamental. C'est purement technique. Donc si on voulait faire un réseau quantique basé sur ce genre de système, il faudrait plus utiliser ces circuits commerciaux, il faudrait tout simplement faire un réseau de cavités dans un bloc d'aluminium, par exemple. On pourrait faire un réseau de waveguides et de cavités qui soit donc totalement sans perte et dans ce cas-là, il y aurait plus de limite fondamentale, quoi. Donc je pense pas que ce soit une limitation. Après, il y a
Donc moi je fais partie d'un projet européen là où le coordinateur du projet a pour rôle de créer un système de 2 réfrigérateurs à dilution connectés par un lien cryogénique. Donc là on va voir quel est le taux de perte minimal qu'ils vont réussir à avoir entre 2 réfrigérateurs à dilution. Il y a une expérience similaire qui vient d'être publiée par un groupe de Zurich, là où ils donnent, je crois qu'ils arrivent à 0,75 ou un truc comme ça, entre les 2 frigos, donc c'est quand même pas mal. Mais voilà, donc j'arrive à la deuxième partie de ta question, du coup. Là. Donc moi, de mon point de vue, en effet, par rapport à l'optique quantique, en tout cas, à l'optique visible, il y a un énorme désavantage des micro-ondes, c'est qu'on ne peut pas aller bien loin, c'est-à-dire les fibres optiques qu'on a à température ambiante qui permettent de propager du signal sans perte sur des kilomètres, enfin sans perte sensible, disons, sur des kilomètres, c'est tout à fait imbattable avec des micro-ondes. Alors, c'est pas tant le matériau lui-même, parce que si on prend un câble supraconducteur ou un guidon de supraconducteur, on arrive à des chiffres qui sont juste un facteur 10 en dessous des meilleures fibres optiques. Donc, le taux de perte n'est pas, sur la propagation, finalement, il n'est pas si mauvais. Mais évidemment, le gros inconvénient, c'est qu'il faut refroidir tout ça, quoi. Donc, si on veut si on veut câbler un pays, bon, il faut mettre tout à 4 Kelvin. On voit bien que c'est pas très réaliste. Donc, c'est ça l'obstacle majeur, à mon avis. Par contre, de manière plus générale sur le processing de l'information quantique, là, ça, par contre, il y a plus de souci parce que par rapport tu parlais de physique atomique, là, au niveau d'un processeur quantique ou d'un simulateur quantique sur puce, les pertes sont tout à fait, enfin, c'est tout à fait exceptionnel, les chiffres qu'on arrive à obtenir maintenant avec des circuits supraconducteurs. Ça, les facteurs de qualité atteignent 10 puissance 8. Enfin, les pertes sont vraiment. Et puis surtout, ça progresse tous les ans considérablement. Et alors, au-delà de ces pertes internes qui rivalisent avec la physique atomique sans problème maintenant, en plus, la malléabilité et la contrôlabilité, disons par design, de ces puces fait qu'on peut quand même implémenter des protocoles de correction d'erreurs qui sont en fait qui vont encore allonger ces temps de cohérence effectifs. Donc je pense que voilà. Donc pour résumer mon message, je pense que pour la longue distance, l'optique visible est largement supérieure là, pour des raisons voilà, si on trouve un supraconducteur à température ambiante, peut-être ça changera, mais enfin, pour l'instant, c'est comme ça. Et par contre, pour les processeurs locaux, là, je pense que ça a tout à fait. Enfin, il y a un gros avantage d'utiliser les circuits supraconducteurs pour l'instant. Ouais. D'accord, merci. Il y a une question liée sur le chat. Je ne sais pas si tu la vois ou si tu veux que je te la lise. Julien, donc justement, comment peut-on réaliser la conversion sans perte micro-ondes optiques? Oui, très bien. Ouais. Donc là, alors ça, c'est un sujet de recherche actif. Moi, je travaille marginalement dessus, en fait. Enfin, je m'y suis mis très récemment. Mais... Donc, donc il y a plusieurs méthodes pour convertir les micro-ondes vers l'optique. C'est donc disons, la plus prometteuse, à mon sens, dans le sens où pour qu'on conserve les propriétés quantiques, on n'a pas le droit d'introduire des pertes pendant cette opération de conversion. Donc dans ce cas-là, la plus prometteuse, c'est sans doute avec des résonateurs mécaniques. Donc on utilise un mode optique visible, un mode micro-ondes, et les deux sont couplés à un mode mécanique qui va faire l'interface. Donc il y a pas mal d'expériences qui essaient de faire ça. Donc bon, c'est assez prometteur, mais pour l'instant, disons, il y a des gens qui ont réussi à avoir des très bons taux de conversion, enfin des taux de conversion sans perte, donc de vraiment préserver les propriétés quantiques dans cette conversion. Mais généralement, quand c'est le cas, le taux de conversion, la vitesse à laquelle on convertit est très très faible. Et donc on peut pas malheureusement faire ça à des vitesses qui permettraient
de vraiment avoir quelque chose d'utile, à mon avis, quoi. Enfin bon, c'est vrai que si on compare ça au taux de communication vers un satellite pour faire de la crypto quantique, ça reste tout à fait raisonnable parce que on perd aussi beaucoup d'informations quand on fait ça avec un satellite. Mais enfin enfin voilà. Bref, je pense que, enfin, en tout cas, c'est un sujet de recherche actif et qui passera certainement par les résonateurs mécaniques. Ouais. Encore une question sur le chat liée. Patrick, la conversion est-elle meilleure de micro-ondes vers optique ou optique vers micro-ondes? Bah donc alors là, si on est capable de faire ces convertisseurs de manière quantique, c'est-à-dire sans perte, il faut que le procédé soit réversible. Donc on est obligé d'avoir un procédé qui soit aussi efficace dans un sens que dans l'autre, si c'est quantique, hein, c'est-à-dire s'il n'y a pas de perte d'un côté ou de l'autre. Donc oui, non, là c'est pour l'instant, dans ceux qui travaillent sur ces conversions quantiques, c'est pareil des deux côtés. Ouais. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors moi, je vais en poser une petite dernière. Du coup, tu as parlé de l'interféromètre SU11. C'est un truc qu'on avait Oui. un peu regardé avec des OPA. Ah oui. Enfin, on a vu passer avec des OPA. Je me demandais, qu'est-ce que tu en penses? C'est prometteur en termes applicatifs, ça, ou c'est juste une curiosité? Bah il faut trouver l'application, quoi. C'est-à-dire que voilà, donc l'interféromètre SU1, c'est un Mach Zehnder où on remplace les champs cohérents qui se propagent dans le Mach Zehnder par un état intriqué à deux modes. Donc ça a été développé à la base en se disant que pour les interféromètres gravitationnels, on gagnerait en sensibilité et donc ça aurait un intérêt là. Généralement, le problème de ça, c'est comme l'illumination quantique, en fait. C'est beaucoup plus facile de mettre un champ cohérent de très grande amplitude et d'obtenir et de compenser finalement cette racine du nombre de photons qu'on perd par rapport au SU1. C'est plus facile de mettre un grand nombre de photons finalement que de se fatiguer à faire l'interféromètre SU1. Ouais, Donc si on veut que ça soit utile, il faut trouver une application qui est telle qu'on n'a pas le droit d'utiliser un grand nombre de photons sur un des bras. Donc là, il y a peut-être des choses en biologie ou des choses comme ça qui seraient intéressantes, mais en micro-ondes, je doute parce que on n'a pas de. Enfin, l'énergie des photons est déjà tellement faible que c'est peut-être pas très, très, très pertinent, quoi. Après, donc je sais pas, peut-être en optique, il y a peut-être pour faire de l'imagerie optique sur des systèmes biologiques, par exemple, on peut imaginer que oui, il faut peut-être pas envoyer trop de photons sur le système biologique. Hein, mais ouais, j'ai pas vraiment d'idée d'application en tête sinon. Et du coup, c'est quoi pour toi, finalement, si on met à part l'ordinateur quantique, ce serait quoi pour toi l'application la plus prometteuse de ces circuits supraconducteurs? Donc à mon avis, en termes de sensing, il y a des choses quand même intéressantes, quoi. On a quand même des systèmes qui permettent d'aller à la limite quantique de l'amplification. Donc par exemple là dans notre groupe, ma collègue Audrey Bienfait est en train de construire un magnétomètre qui a une sensibilité 100 000 fois meilleure que les ISR commerciaux et donc qui permettrait de faire de la résonance paramagnétique à l'échelle nano. Et là, c'est vraiment grâce au circuit quantique, disons, qu'on arriverait à avoir cette augmentation de la sensibilité. Donc, je pense que pour le sensing, à mon avis, c'est très intéressant. Après, évidemment, l'ordinateur quantique, je pense que c'est très intéressant aussi. Et puis, on peut penser au simulateur quantique, quoi. Il y a des travaux de faire des simulateurs dédiés avec des circuits quantiques, c'est tout à fait réaliste aussi, quoi. Donc, moi, je sais pas quelle sera l'application, la première application. En fait, à vrai dire, la première application, elle existe déjà. C'est l'étalon du volt
qui a renouvelé le système international d'unité récemment. C'est bien grâce à un circuit supra. Mais enfin bon, c'est pas un circuit supra qui profite d'intrication. Je vois qu'il y a une question de Basse. Est-ce que l'on peut avoir le PDF? Ah oui, pardon. Oui, c'est une question technique, mais bien sûr. Oui, je peux fournir le PDF de la présentation. En complément, la présentation a été enregistrée et sera rendue disponible bientôt sur notre site. Très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, un grand merci au nom de tous les participants, Benjamin. C'était vraiment très clair et passionnant. Super, merci. Rendez-vous dans un mois pour notre prochain séminaire où on abordera plus le côté optique des choses avec Sarah Ducci, avant Pascal Sénélard, donc au mois de janvier. Voilà, merci à tous. Et bon appétit. Merci, au revoir. Merci Benjamin.